l'excellent Pape Abdoulaye Der, vous recevez Monsieur Jacques Habib-Sy. Vous l'avez dit, Chérif, merci beaucoup pour le journal. Jacques Habib-Sy, qui est consultant international spécialisé dans le développement et la gouvernance démocratique. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'avoir ici. Alors, l'excellent Pape Abdoulaye Der. Vous me faites trop d'honneur, ainsi que Chérif. Je devrais vous laisser commencer alors. Alors, il n'y a pas de souci. Cette affaire de ce qu'on pourrait appeler une nouvelle affaire à 5 milliards, révélé par Birahim Seck. Alors, mais le seul hic pour moi, Jacques Habib-Sy, on ne donne pas le nom du haut fonctionnaire qu'on met en cause, alors que la société civile est pour la transparence. Est-ce que c'est bien de jouer à un jeu de devinette à ce niveau? Non, sûrement pas. Et c'est un peu lassant d'ailleurs. Mais il faut comprendre le Forum civil. Ils ne sont pas dans une situation où ils peuvent donner le nom. Parce que vous savez, tout dépend de la source de l'information. Si c'est une source très protégée, naturellement, vous vous exposez aux rigueurs de la loi. Non, mais si si on est sûr de son fait, je ne vois pas pourquoi des atermoiements pour donner le nom du mis en cause. Mais ce sera sûr. Hein. Je crois que ce sera sûr. C'est une question de temps. De temps, d'un peu de temps, mais ça va être sûr. Un autre scandale, si on peut l'appeler ainsi, c'est cette affaire sur le trafic présumé de faux billets et un responsable qui fait partie de la majorité cité dans cette affaire. Un commentaire? Ça, c'est quand même un énorme scandale, parce que c'est pas n'importe qui, c'est un ami personnel du chef de l'État. Donc ça entache la stature du chef de l'État, parce qu'on ne pensait pas qu'il puisse, disons, requérir le compagnonnage de telle personne. Mais ça soulève un problème de fond. Il faut que nous connaissions les personnes qui concourent pour la députation. Il n'y a pas d'enquête de moralité, il n'y a rien. Or, ici, en l'occurrence, d'après tout ce qui est en train de se dire sur l'Internet, les discussions ici et là dans la société, on se rend compte que ce monsieur avait certainement dévié, n'est-ce pas, de la trajectoire qui est généralement reconnue à des députés. Ça met en cause l'exemplarité, effectivement, de ceux qui nous dirigent. Et on sait que c'est un cancer pour l'économie. Parfaitement, mais ce n'est pas tous les députés, naturellement. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Mais je crois que pour ce coup-ci, il faut que, sorti de là, on fasse un véritable ménage et qu'on mette... il y a tous les textes de loi sont ici. Hein. Vous avez le code de procédure pénale, vous avez la CENTIF, vous avez tous ces appareils-là qui sont là et qui sont parfaitement outillés pour faire le travail. Et je crois que ce qu'il faut éviter, c'est ce règne de l'impunité qui a souvent caractérisé ces situations-là. Et ce monsieur-là, probablement, se pensait intouchable. Voilà, c'est pour ça qu'il a eu autant de culot. Et qu'on en reste pantois. Mais là, il est entre les mains de la section de recherche qui, d'après les dernières informations, devrait le déférer devant le procureur demain. Ce sont les dernières informations, source RFM. Il n'y a absolument aucun doute à ce sujet. Je crois qu'il faudra que la loi s'exerce dans toute sa rigueur dans cette affaire, mais surtout qu'on en tire des leçons. Il faut qu'il y ait des enquêtes de moralité. Il faut, au-delà des enquêtes de moralité, qu'il y ait une refonte du système d'implication des personnes, des communautés. Vous voyez, ce qu'on appelle le whistleblowing dans les communautés, ça marche très fort. Et à l'échelle des quartiers, etc. Il faut qu'on mette ça en place. Si on commence déjà par nos organes de contrôle, on en a un certain nombre qui font un travail, des fois qui dure des années, mais le plus souvent, là où le bas blesse, c'est dans la publication de ces rapports-là. Est-ce que cela participe à une bonne, disons, gestion des choses, puisque quelque part, les gens s'attendent également à ce que ce travail-là puisse être porté à la connaissance de tous? Oui, mais à partir du moment où ce travail-là est mis sous le coude, comme on l'a signalé depuis quelque temps, il y a de quoi vraiment désespérer du système de magistrature que nous avons. Nous avons une magistrature
qui est très frileuse sous ce rapport-là. Bien sûr, quand je dis cela, ce ne sont pas tous les magistrats. Il y en a qui sont très intègres et vraiment qui ne mangent pas de ce pain-là. Mais nous avons un procureur de la République qui en fait un peu trop, qui, semble-t-il, est le procureur, comme on l'appelle, de l'APR, plutôt qu'un procureur de la République. Mais est-ce que c'est juste pas, ça ne pose pas la refonte des institutions, surtout judiciaires, quand on sait que c'est la chancellerie qui effectivement donne des instructions, des ordres, je dirais, au procureur. C'est le système qu'il faut revoir. Ou... L'État a les moyens de procéder à cette mue très importante de la façon dont elle fonctionne, des personnalités qu'on met là et de la façon dont on les choisit d'ailleurs. Tout ceci est en cause. Je crois que le chef de l'État certainement est interpellé au plus haut niveau. Et donc, je crois que tout ceci devrait faire l'objet de pressions très vives de la part de toute la société. Non seulement de la société civile, mais des gens simples. Il faut que les gens élèvent leur voix pour dire qu'il y en a assez, il faut que ça change et ça devra changer. Oui, parce qu'on est dans une gouvernance d'opinion aussi. Bien sûr. Ce n'est pas la première affaire de faux monnayage que l'on met au devant de la scène. On pense à l'affaire Ngaka Blindé, à Thionsek. Il y a eu d'autres dossiers. Bon, on a envie de se demander, est-ce que le Sénégal a les moyens pour pouvoir combattre ce type de mal? Le Sénégal a tous les moyens, a tous les textes de loi possibles et imaginables. Mais le Sénégal ne réagit pas. Il y a des faussaires qui ont été identifiés en Espagne. On les a vus aussi en Grèce, on les a signalés en France, on les a signalés partout à travers le monde, aux États-Unis certainement et à travers l'Union européenne. Mais il semble qu'il y a une inertie assez formidable, assez étonnante aussi, qui plombe les capacités de l'État dans ses différents démembrements à agir, à traquer les délinquants. Est-ce que c'est un combat à mener seul? Non, non, sûrement pas. Les les autres pays mènent ce combat aussi. Vous savez, il n'y a pas longtemps, ils ont sorti un mécanisme juridique qui permet aux États membres de l'UEMOA d'internaliser toutes les dispositions juridiques, etc., qui ont été mises en place. Maintenant, tout cela est disponible. Il faut simplement qu'il y ait beaucoup de coordination entre les États. Il faut qu'il y ait la circulation de l'information et cette information doit être traitée par des spécialistes, ce qui suppose qu'il faut, il faut développer le niveau, les capacités de toutes ces entités-là, parce que l'information doit être traitée de façon assez spécialisée. En dehors de ça, ça pose le problème du registre des identités, etc., que nous devons avoir pour les gens qui sont potentiellement délinquants, mais pour tout ce qui passe dans les locaux de la police. Mais en dehors de cela, il y a tout le reste, et c'est des centaines de milliers de personnes qu'il va falloir ficher, etc. Ça pose naturellement le problème des libertés publiques. Il faudra évidemment une balance, ces questions-là. Mais je crois que vraiment, le Sénégal a tous les moyens aujourd'hui de pouvoir parfaire, n'est-ce pas, son parcours sur ce plan-là. Mais rien n'est fait. Il y a une inertie qui est absolument inexplicable, sauf à dire qu'il n'y a pas de volonté politique. Parce qu'avec la volonté politique, on réussit à faire des merveilles. Vous voyez, comparer par exemple au Rwanda, on parle beaucoup du Rwanda, tout n'est pas parfait là-bas, mais regardez le Rwanda, comme ils ont nettoyé leur espace et comme ils forcent les gens, n'est-ce pas, à se comporter de façon honorable devant la chose publique. Un autre dossier la drogue, après la fausse monnaie, la drogue, très rapidement, Dakar plaque tournante ou pas, certains disent que oui, c'est juste un port de transit. Mais si c'est un port de transit également, c'est parce que l'infrastructure pour les trafiquants est là, et il y a également
l'organisation, je veux dire, a des pions qui sont bien en place. Ça également, comment comprendre, avec des saisies records. Ça devient effrayant, oui. Parce que les quantités qui ont été saisies, ce sont des quantités énormes, elles ne sont pas ordinaires. Vous vous rappelez qu'il n'y a pas longtemps, le FBI était descendu ici pour pouvoir prêter main forte à la police locale. Mais au-delà de tout cela, je crois qu'il faut l'admettre. Dakar est en train de glisser vers le statut de plaque tournante de la drogue. Nous sommes au milieu du monde, comme vous le savez, au centre du monde. Nous sommes la porte de l'Europe et nous sommes voilà, entre l'Amérique latine et puis l'Europe. Mais je suis persuadé, et je crois que des études le montrent de temps à autre, qu'il y a une consommation locale qui est en train de se rigidifier depuis quelques années maintenant. Et il y a des gens qui sont complètement accros. Je crois qu'il y en a qui commencent d'être touchés. Si vous allez dans les hôpitaux spécialisés, vous le verrez. Mais je crois qu'il faut faire très attention. Ça, c'est le poison le plus vénéneux qui puisse exister pour les jeunes. Parce qu'en général, pour la coke surtout, et surtout certaines doses de coke, parce qu'elles sont relatées parfois, vous avez à... Couper, comme ils disent dans le charbon. Oui. Vous avez à toucher ça une seule fois et ce sera le biais de non-retour. Vous ne pourrez plus jamais vous en passer. C'est ça le grand danger. Vous devenez pour addict. Les jeunes. Voilà, exactement. Alors, le 25 novembre prochain, c'est la date où Aliou Sall devra faire face au juge d'instruction, au doyen des juges, pardon, sur l'affaire Petro-Tim. Pensez-vous que quelque chose sortira de ce dossier? Écoutez, qu'est-ce qu'il faut penser de cette histoire? Déjà, nous sommes dans un cas de figure où c'est le frère du terrain du président de la République qui est en cause. C'est une première chose. Donc c'est une des promesses que M. Macky Sall n'a pas dû tenir. Il avait promis qu'il ne mettrait jamais, qu'il ne nommerait jamais des proches de sa famille, etc., dans des postes de responsabilité. Mais ça, ce n'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il s'est mis au cœur d'un pétrolier. Ou d'un pseudo-pétrolier qui finalement s'est avéré être un vulgaire truand, puisque nous savons que par ailleurs dans des pays comme le Burkina Faso et puis dans la sous-région, il a été signalé comme quelqu'un qui s'est rendu coupable de crimes innommables. Alors qu'une telle personne, on la laisse dérouler son programme, avoir la propriété d'un certain nombre de puits de pétrole, ensuite prendre ces puits de pétrole avec l'assentiment et l'aide du frère du président de la République, et ensuite maintenant aller revendre cela en touchant évidemment des dizaines de milliards, comme on l'a déjà dit, je crois que c'est scandaleux. Il y a un énorme scandale ici et il faudrait qu'on ne donne pas l'impression que vraiment ça devient un peu dur. Le plus souvent, la majeure partie des dossiers qui sont, disons, mis au devant de la scène, la suite qui devrait être donnée, ou en tout cas ce qu'en attend la population, ne suit pas. Donc, quelque part, les gens restent sur leur faim. C'est scandaleux, parce que vous voyez déjà que pour Agritrans, vous savez, ce transfert dont a parlé la BBC, déjà on annonce la couleur, puisque celui qui était à Agritrans, qui gérait pour M. Sall, estime qu'il n'a rien à voir avec cela, qu'il n'a jamais perçu une telle somme et qu'il n'avait rien à dire sur ce rapport. Donc on voit déjà commencer à se dérouler ce scénario où on dirait que M. Sall, n'est-ce pas, est libre, n'est-ce pas, et qu'il ne va pas être condamné par la loi. Et je crois que cela, ce serait peut-être très grave, parce que ça voudrait dire que personne n'aurait plus aucune raison de croire en l'impartialité de la justice. Alors, une pierre dans votre jardin, pour le contrôle. Le ministre du Pétrole a dit que pour intégrer la structure chargée de... la société civile a été invitée, mais sur toutes les organisations sollicitées, il n'y en a qu'une seule qui a répondu. Pourquoi appliquer aussi la politique de la chaise vide? Bon, c'est une question un peu complexe. Vous savez, il y a
Il n'y a pas une société civile uniforme. Oui. Vous avez des sociétés civiles. Oui. Une société civile qui est générée par le pouvoir lui-même, une société civile, des organisations internationales, des organisations financières, etc. Et vous avez évidemment dans ce lot un petit groupe de gens qui sont assez sains, des vrais patriotes et qui sont en train de s'intéresser à la gouvernance financière et à la gouvernance démocratique de façon très professionnelle. Mais ceux-là ne sont pas ceux qui sont écoutés généralement. Je crois que le pouvoir n'en fait qu'à sa tête. Et c'est ce qui caractérise vraiment, s'il y a quelque chose à dire, une caractérisation, la façon dont le pouvoir gère ce pays-là. Le pouvoir n'en fait qu'à sa tête, ne s'acoquine qu'avec des gens parfois peu recommandables, comme on l'a vu dans le cas de certaines personnalités au cours des années passées, et fait des erreurs graves. Et à l'oreille du second mandat du président Macky Sall, il a annoncé des réformes, il a entamé une rationalisation des dépenses, des efforts que l'on entend en tout cas venant de la tutelle. Est-ce que cela pourrait être rassurant par rapport à tout ce que vous venez de citer tout à l'heure? Écoutez, j'essaie de me faire des illusions sur la capacité de M. Macky Sall à changer l'ordre des choses dans ce pays, très honnêtement. Je crois que nous l'avons vu, nous l'avons pratiqué, etc. Et nous savons que ce n'est pas toujours les meilleures décisions qu'il prend. Par ailleurs, c'est un monsieur qui semble être très proche de la France, de ce qu'on pourrait appeler la nouvelle France-Afrique maintenant. Et il semble que cela vraiment lui fasse perdre le sens, n'est-ce pas, de l'orientation qu'il faudrait imprimer au développement de ce pays. Depuis qu'il est au pouvoir, il a véritablement donné la, disons, carte blanche au capital français qui actuellement se comporte comme un éléphant dans un étal de porcelaine. Alors dans ces conditions-là, je crois, et qui appauvrit par la même occasion non seulement les populations, parce qu'il y a maintenant Auchan et puis tout le reste, là, etc., qui fait qu'on est en train de manger sur les plates-bandes du secteur informel. Il y a maintenant les choses plus sérieuses comme le pétrole, les hydrocarbures, etc. Tout cet ensemble de marchés sont à la disposition de la France qui se promène ici comme elle se promènerait dans son Les propre relations diplomatiques garde-manger. entre le Sénégal et la France datent de plusieurs années. Au moins, durant les conventions et autres qui sont signées, le Sénégal tire profit de ces accords-là. Le profit est marginal. Regardez le rapport entre les importations et les exportations. La dernière visite du Premier ministre français a été marquée par beaucoup d'événements. On a le sabre d'El Hadj Omar, on a 6 conventions signées, des patrouilleurs achetés, des missiles. Écoutez, ce fameux sabre. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on a vu le papier qui a été fait par mon ami Saliou Mbaye, qui est un éminent spécialiste des archives. Et il y a eu d'autres études qui ont été faites sur cette question-là. Mais je crois que le plus scandaleux, c'est qu'on le présente comme si c'était quelque chose d'assez extraordinaire, alors que quand même tous ces instruments-là qui ont été saisis, tous ces objets qui ont été saisis de la façon la plus violente qui soit. C'est-à-dire on a tué pour pouvoir les prendre. Ensuite, on a volé aussi par certains moments. On a pris beaucoup d'or, comme vous le savez, des centaines de kilos. On a pris des bijoux, etc. Donc ce sont des trophées de guerre en réalité. Mais ces trophées de guerre-là, pourquoi faut-il le plastronner autour? Et surtout à l'occasion de la vente, n'est-ce pas, d'armes, de frégates, etc., assez importantes, donc qui indique une tendance lourde, n'est-ce pas, du quinquennat de M. Macky Sall, c'est que... Le mot scandale revient très souvent dans vos propos. Oui, non, mais bon, écoutez, à force de cohabiter avec les scandales, on finit par... Ne seriez-vous pas nihiliste? Il y a peut-être de bons points, mais tout ce qu'on entend, c'est que des scandales.
On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de bons points, bons entre guillemets. Il a l'argent du pays, l'argent du contribuable, des collectivités. La moindre des choses, c'est de montrer que bon, il s'en sert de façon avenante dans certains secteurs. Bon, ça c'est la moindre des choses. Mais c'est pas ça qu'on attendait de lui. On attendait de lui une gestion sobre et vertueuse. Et ça, on ne l'a jamais eu, malheureusement. Et c'est de là que viennent tous les malheurs du Sénégal. Il faut que le président de la République apprenne aussi à écouter les gens qui ne sont pas du même bord politique que lui. Dès lors que vous n'êtes pas du même bord politique, ça y est, vous êtes fiché, étiqueté, et on ne peut plus vous écouter pour quoi que ce soit. Or, nous ne nous sommes pas choisis, vous savez. On est dans un territoire où les gens doivent, n'est-ce pas, se faire de l'espace mutuellement pour le plus grand bien du Sénégal. Est-ce que le statut du chef de l'opposition ne réglerait pas en partie ce que vous êtes en train d'évoquer? Mais déjà, c'est mal parti. Vous voyez toutes les discussions assez byzantines qu'il y a autour de ce statut de l'opposition. Et ensuite, il y a le fait que les plus grands partis, le PDS en l'occurrence et le PS, ne sont pas là. Donc, à quoi ça servirait de mettre un chef de l'opposition qui n'en est pas véritablement. Mais quand même, on a des élections pour classer, entre guillemets, les prétendants. Un peu pour rester dans les élections, une question justement qui revient souvent, c'est tout le temps l'organisation des élections. Et cette fois-ci, c'est le report de ces élections. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Vous êtes d'accord? Non, je crois que c'est pas sérieux tout ça, vraiment. Vous ne pouvez pas à chaque fois reporter des élections parce que ça ne vous arrange pas de les faire tout de suite. Mais justement, l'opposition, pour cette fois-ci, ne parle pas le même langage. Bon, l'opposition, c'est à désespérer, cette opposition-là. Elle est éclatée et nous savons tous, en lisant les résultats électoraux, que si elle ne faisait qu'un seul bloc, elle battrait, évidemment, tout de suite le candidat, n'importe lequel des candidats qui serait en face d'eux. Mais ce n'est pas le cas et il faut... Mais au plan comptable, lors de la dernière présidentielle, ce n'est pas avéré. Hein, c'est le président sortant qui a engrangé 58% quand même. Ben oui, je crois que ça c'est quelque chose... Et là, ce n'est pas lié au système. Si c'était des locales ou... Oui, mais il y a eu de très grosses irrégularités, hein, ça il faut le dire. Et puis il y a eu ce parrainage, alors qu'on aurait pu avoir un système beaucoup moins cher à travers une liste le bulletin unique. Le bulletin unique. Hein. Voilà, je crois qu'il faut s'en désoler. Mais bon, nous sommes là, nous avons blanchi sous le harnais. Nous ne désespérons pas que le Sénégal puisse changer et que les populations du Sénégal puissent en même temps gagner en sagesse. Le temps qui nous était imparti, j'aurais aimé vous entendre en quelques secondes sur le dossier Habré, cette polémique qui enfle sur son état de santé. Ouais, c'est regrettable, vraiment. Je crois que, serait-ce que pour des raisons humanitaires, un vieil homme qui est âgé de 77 ans, presque 80, on devrait le traiter différemment. Mais je me suis renseigné en venant ici et on m'a dit qu'il n'a que les attelles actuellement qu'on lui avait posées temporairement et qu'on devrait au contraire lui placer des épingles pour permettre... Vous savez, les ossements sont très délicats, surtout pour une personne de cet âge-là. Bon, il faut espérer que les choses rentreront dans l'ordre et que les autorités concernées devront prendre des mesures pour pouvoir changer cette situation regrettable qui ternit l'image du pays. Merci beaucoup, Jacques Habib Sy. Merci également à Papa Abdoulaye Der et à vous qui nous suivez de partout. Mention spéciale à l'équipe technique demain, Inch'Allah, pour le dernier numéro de la semaine. Excellente soirée sur la TFM.